Donc aujourd'hui, on va commencer un petit peu le renseignement sur Source l'OSINT. Il y a un petit exemple assez facile, mais déjà ça vous apprendra les bases et la philosophie à avoir pour ce genre de recherche sur Internet. Donc, pour rappel, dans le renseignement, il y a deux types de renseignements. Il y a le réseau, le renseignement en source ouverte, d'origine source ouverte, comme on dit en français dans le renseignement, où on a les sources fermées. Donc, source ouverte, c'est tous les articles que vous pouvez trouver dans les médias, dans la presse papier, dans les livres, sur Internet. Ça, c'est de la source ouverte. Tout ce qui est source fermée, par opposition, c'est tout ce qui est contenu dans des archives privées. Que ça soit des universités, que ça soit des entreprises, que ça soit le secteur militaire ou scientifique. Tout ce qui n'est pas partagé, qui n'est pas en libre consultation, c'est une source fermée. Il faudra pénétrer des systèmes d'information pour récupérer généralement des sources fermées, par opposition aux sources ouvertes qui, elles, sont disponibles. Et vous pouvez récupérer un maximum d'informations dans le domaine public sur votre site. Donc là, on va prendre un petit exemple assez simple. On va se faire... hmm. Donc j'ai cette photo qui s'appelle Windows XP. Et à partir de là, on va récupérer les métadonnées et essayer de comprendre un petit peu quel est l'auteur. Qu'est-ce qu'il fait, où il est, où il habite, et on va essayer de retracer toutes les métadonnées de cette photo. Donc on voit que c'est le fond d'écran classique, je crois, hein, de Windows XP, à la belle époque. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Concrètement. Donc j'ai ExifTool, je vais le charger, je le charge en mémoire et là je lis toutes les métadonnées. Je vois le nom du fichier, je vois qu'il est dans le répertoire courant, je vois sa taille, 229 kilobits. Je vois les fichiers, quand est-ce qu'il a été modifié, accéder, l'inode, quand il a été changé, les permissions, le type, c'est du JPEG. Qu'est-ce qu'on a? On a des coordonnées GPS, ça peut être intéressant. On voit qu'on a un copyright. Apparemment, le copyright a été déposé par cette personne. Donc on va faire du Google Dorking, on va voir un petit peu euh, si on arrive à retrouver des traces de Woodflint. 1920 par 1080, donc on est en 2,1 mégapixels, c'est du 1080p classique, c'est codé en Huffman. En 8.3, vous êtes toujours en 8 bits, les derniers écrans gèrent le 10 bits, mais la plupart de vos écrans, de vos téléphones, de vos télés, c'est du 8 bits. Et c'est codé en subsampling, chroma subsampling 420, en YCBCR4. C'est la norme classique. Et il y en a une autre qui est en 400, qui offre une moins bonne qualité au niveau des couleurs. Ça, c'est le format classique pour de la haute résolution. En photo, en imagerie. Donc on retrouve encore une position GPS. Donc ça, grâce aux positions GPS, on va peut-être pouvoir faire du renseignement et trouver le lieu où a été prise la photo. Donc, à partir de là, on va faire une petite recherche, tout simplement, sur Google. Donc, j'ai rajouté une title et j'ai demandé à Google qu'il me sorte tous les titres où il y a zéro Woodplint. Et on voit que ça a payé. Je n'ai plus que trois résultats sur l'ensemble du net. Là, je vois le dernier lien, c'est un lien vers PwnLab. Généralement, c'est les hackers ou les chercheurs en sécurité qui écrivent là-dessus. Et après, là, je vois que c'est en turc. C'est du turc. Visiblement, ça, c'est du turc. J'ai qu'à traduire. Je montre un exemple. Voilà. Et on voit bien, c'est du turc. Donc, peut-être ce monsieur est d'origine turque. Ensuite, on arrive sur un blog, visiblement, qui est pas trop terminé. Il nous dit qu'il est à New York et qu'il mettra bientôt à jour son blog avec de nouvelles photos. C'est bien Woodflint.
Voilà, donc il y a que ça. C'est un petit peu bizarre, mais on a nos métadonnées. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bah, on va aller sur la page Twitter. Encore un qui aime les chats. Va falloir se méfier. Donc il aime bien prendre les photos et les projets open source. Il a rejoint Twitter en février 2019. Il a 6 abonnés. Non, 6 abonnements, 85 abonnés. Coucou le monde. Et là, il nous dit, de ma maison, j'ai le Wi-Fi gratuit. Et il nous donne un BSS ID. Donc le BSS ID, c'est bien parce que ça va nous permettre de d'identifier les WAP. Le BSS ID, c'est une adresse unique qui est donnée au WAP. Le WAP, c'est le Wireless Access Point. C'est le point d'accès Wi-Fi. Et comme c'est similaire à une adresse MAC, donc les adresses MAC, c'est pour les PC, les WAP, c'est pour les routeurs. Et on a un site qui est utilisé par les hackers, par les chercheurs en cybersécurité qui s'appelle Wiggle et qui cartographie en fait l'ensemble du net. Il va aller partout et voir un petit peu ce qui s'y passe. Là, par exemple, je suis au-dessus de San Francisco et je vois tous les hotspots en temps réel sur lesquels je peux me connecter si jamais je suis à San Francisco. Chaque point, c'est vous. Vous pouvez aller à Paris, vous rigolez, et vous pouvez aller où vous voulez, et vous allez sûrement trouver votre Freebox, votre Livebox, votre Dartybox, votre Bouygues parce que elle a été rentrée par une base, dans une base de données. Et on voit les points Saint-Louis Wi-Fi, Airbox, Soch, et donc j'ai les adresses WAP, les BSS ID. Donc ça me permet de connaître tous les hotspots quand je voyage autour du monde et d'avoir les accès gratuits, les Wi-Fi, savoir exactement où ils se trouvent. Et quand je scanne les réseaux Wi-Fi, peu importe où je sois sur le monde, j'ai les BBS ID. C'est-à-dire que si je vois ça dans mon sniffer de paquets, je sais que je suis en train d'attaquer Airbox Soch. Ça me permet d'identifier les réseaux que je peux pirater. Donc c'est très utile Wiggle et on va pouvoir faire une recherche basique. Donc vous pouvez faire du renseignement sur tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est antenne BTS, donc c'est toutes les tours cellulaires Edge, donc 2G, 3G, 4G et bientôt 5G. Donc on voit en temps réel toutes les antennes, peu importe où qu'on soit. Je peux également regarder toutes les antennes qui gèrent le Bluetooth. Et on voit que dans les grandes villes, il y en a un paquet. Donc on a 3 surfaces d'attaque. On peut se servir du Wi-Fi pour se connecter au net, lancer des attaques. On peut utiliser des connexions GSM avec les BTS, les stations, et on peut utiliser du Bluetooth aussi pour se connecter à Internet. Là, on voit la ville de San Francisco et on voit que c'est un maillage très dense. Si on regarde le Wi-Fi, c'est un peu comme des synapses et la myéline. On voit les zones fortement, densément connectées et à l'inverse, on en voit d'autres qui sont très peu connectées. Mais vous voyez qu'à l'échelle d'un pays, là c'est la côte ouest, on voit clairement les endroits où sont concentrées les communications. Et on voit que ça fait comme des réseaux de neurones et des autoroutes de l'information. Là, je vois le Wi-Fi. Là, je vais regarder les antennes GSM. Et là, je peux regarder la partie Bluetooth. Généralement, le Bluetooth va de pair avec les antennes Wi-Fi. Donc, on voit qu'on peut récupérer pas mal d'informations avec Wiggle et on va aller faire une recherche avancée. Et là, je vais rentrer le BBSID, vu qu'il nous l'a donné gentiment. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vais copier l'adresse et je vais la rentrer dans la base de données. Et je veux chercher
une adresse MAC ou une adresse BPCID. Ok. Donc là, je vois que ça appartient à un réseau qui s'appelle Unilever Wi-Fi. Donc, on a tous les endroits où les gens ont scanné le réseau Wi-Fi déjà. Et visiblement, ça se trouve à Londres. Donc, c'est bien l'Unilever Wi-Fi qui se trouve en plein dans Londres. Ok. Donc là, je sais où il habite. Parfait. On va faire un hybride. Donc, il est près de Saint James. Ok. Et pas très loin de Trafalgar Square, qu'on reconnaît avec son obélisque et les deux petites fleurs vues du ciel. Donc, déjà, j'ai pas mal d'informations. Donc, ce monsieur est peut-être d'origine turque et réside en Grande-Bretagne. Maintenant, on peut aller regarder peut-être sur GitHub, vu que j'ai vu qu'il travaillait dans la cybersécurité, il a peut-être un repo sur GitHub. Apparemment écrit une application sur GitHub, c'est bien la même adresse. Donc, People Finder, ok, et il nous donne une adresse. Ok, maintenant j'ai son adresse mail. Ok, donc vous voyez, petit à petit, on récupère toutes les informations sur la cible et on va prendre des notes et on va inscrire ça même dans une base de données, comme ça on pourra aller requêter plus tard. Là, c'est un exercice, mais voilà ce qu'on fait habituellement quand on a besoin de rechercher des infos sur une personne. Ça prend du temps. C'est la phase de recueil de renseignements, de reconnaissance sur une cible. Ça peut prendre quelques jours à quelques mois. Si jamais vous attaquez une entreprise, ça peut prendre 4, 3, 4, 5, 6 mois pour être sûr. Plus vous récoltez d'informations, plus votre attaque risque d'être fructueuse. Donc, il faut prendre le temps et récupérer un maximum d'informations. Vous voyez, je fais que me balader sur le net et petit à petit, je récupère des trucs. Donc là, on a son adresse mail et on sait que le gars, il est parti à New York. On va voir son blog là, c'est bizarre. Ce qui est étonnant, c'est que depuis mars 2019, il a rien posté d'autre. Donc le WordPress, c'est plutôt étonnant, mais toujours regarder le code source. Donc là, on voit le code HTML. Ok, ça tape sur ces liens. On a du JavaScript qui charge une fonction. Ok, ça charge la ressource. Tac, 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 tac. En passant du temps, on va voir est-ce qu'il apparaît ailleurs ce terme. Parce que ça, c'est pas, ça a rien à voir avec la programmation du site. Et je vois qu'il apparaît qu'une seule fois dans le code source. Donc, est-ce qu'à la création de son site WordPress, il aurait pas laissé son mot de passe? Ça arrive, des fois. Et dans ce cas-là, on pourrait se connecter.
au site. Donc l'avatar, bah, c'est un chat. On a vu qu'il habite à Londres. Le BBS ID, on a vu que c'était Legals. Celui-ci. On a en effet son adresse mail qu'on a récupéré sur GitHub. Donc on l'a bien récupéré sur le site GitHub. Il est parti à New York, visiblement, c'est ce qu'il mettait sur son poste, en vacances. Et le password était dans le code source. Et c'était Penny Dropper. Donc voilà, très simplement, comment on peut... Ah, c'est peut-être le... Il veut... Pardon, je termine. C'était quoi le nom? C'était Unilever. Unilever Wi-Fi. Ouais, Unilever Wi-Fi. Ok, nickel. Donc c'était assez facile, c'est très simple, c'est pour vous faire comprendre les concepts qui sont liés au renseignement en source ouverte. Voilà, on creusera parce que ça c'est un truc qu'il faut bien maîtriser et puis surtout vous verrez que avec l'expérience vous arrivez à récupérer énormément d'informations grâce à Internet, entre autres.